Bien, il est 16 h, reprise de nos travaux avec le chapitre renforcement de la prévention des risques. On va d'abord s'attarder, si vous le voulez bien, sur l'architecture et l'urbanisme en zone de risque avec un très bon expert, un très bon spécialiste. J'appelle Éric Daniel Lacombe. Voilà, vous ne laissez pas impressionner par le pupitre, tout ira bien, il n'y a pas de souci. Vous êtes le président, entre autres, hein, vous êtes architecte, vous êtes président du jury du concours Amiter. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mieux aménager les territoires en mutation, exposés aux risques naturels. Vous avez voulu, dans votre intervention, qu'on parte tout simplement de choses très concrètes, quelque chose que vous connaissez très bien. La vallée de la Roya, c'était il y a un an et demi. Hein. Alors, j'ai envie de vous poser cette question-là, qui n'est pas forcément facile, mais quelle forme nouvelle à donner à ces villes qu'on va reconstruire ou qu'on s'apprête à reconstruire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les réponses? Gilles Leclerc, merci pour cette audace, parce que je trouve que demander à un architecte quelle forme nouvelle donner à des architectures en zone naturelle soumises aux aléas, généralement la question c'est vos maisons ont disparu, elles n'étaient pas très solides, vos maisons ont disparu, elles étaient super mal placées. Donc je trouve audacieux quand même de redemander aux architectes cette innovation générale. C'était effectivement l'ambition du concours Amiter, sous la direction de Barbara Pompili, c'est sûr, mais de la DGPR, Direction Générale de la Prévention des Risques. Et il y a eu 3 formes de réponses intéressantes à cette question. La première, c'était finalement de renouer un dialogue entre la ville et la nature, qui répond à la question du mieux placé. On pourrait dire que c'était plutôt un dialogue sur l'urbanisme. Et l'équipe de Cœur Côte-Fleury, entre Deauville et Trouville, a répondu à ça, finalement, une façon d'être en relation. Il y a eu une deuxième réponse qui était, et je pèse mes mots, le retour de la rivière à la nature, parce qu'on a un peu vite l'impression que la rivière était déjà la nature, mais en fait, ce que l'on constate, c'est que la rivière, elle est quand même beaucoup entravée d'obstacles, d'infrastructures. À un moment, on a cru la réguler, y compris de biens précieux, patrimoniaux. Donc on voit que les conflits peuvent être là présents. Donc le retour de la rivière à la nature, ça a été l'objet de l'équipe lauréate à Marseille, qui, avec le Jarret, va effectivement le faire retourner à cette nature-là. C'est une question que j'aborderai après avec les vallées. Et la troisième équipe, et je le dis un peu solennellement ici, a été sur effectivement l'invention architecturale et les nouvelles attitudes. Et ça a peut-être échappé à Barbara Pompili, mais pas à vous, Gilles Leclerc, ni à moi. C'est que dans cette équipe qui a gagné à Montereau, il y avait Nicolas Baudusseau, qui est de la CCR, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vois un assureur qui gagne un concours d'architecture. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le monde de l'assurance et une mauvaise pour l'architecture? On va dire qu'il n'y a que des gagnants. Il n'y a que des gagnants, mais je trouve que ça veut dire que depuis 10 ans, et je pense qu'Amiter conclut cette première réponse, que depuis 10 ans, finalement, on sait, nous, les architectes, qu'on ne pourra pas faire tout seul. On sait, nous, qu'on ne pourra pas faire contre ce que j'appelle la nature. On sait qu'il faut fabriquer, et je trouve que la remise de la thèse tout à l'heure, de l'interdisciplinarité, qu'on ne sait jamais ce qu'on ne sait pas, et qu'on sait encore moins ce que ne sait pas l'autre. Donc, ces enjeux de conversation multiples sont des enjeux importants, mais déjà, un grand bravo à Nicolas. Son titre, c'est la prévention, hein, Nicolas Baudusseau à la CCR, et c'est ce qu'ils font à Montereau. Pour le dire vite, c'est un port, c'est une grande base logistique. On parle donc d'économie, on parle donc de grands territoires, on parle de choses lourdes. Il y a la société Hermès, et là, ce ne sont pas des podiums qu'il a inventés pour faire défiler les mannequins, ce sont des podiums qui vont flotter pour sauver finalement toute une série d'enjeux, faire comprendre les choses et mettre à l'abri autant les biens que les personnes. Ça, c'est pas si mal pour la CCR. Alors, comment on peut... Vous avez dit, comment on reconstruit quand même? Parce que je pose la question quand même à l'architecte. Vous dites, on va réconcilier l'architecture, l'urbanisme, la nature. Pas tout seul, on a bien compris que c'est fini. Le temps où chacun travaille dans son coin, on va travailler ensemble. Comment ça va se passer? Ou comment ça se passe déjà? En fait, pour répondre à la question comment on peut innover, vous avez compris que si on était sur l'utopie de l'innovation, on allait se reprendre les pieds une troisième fois. Et donc, il ne faut pas laisser les architectes tout seuls, mais il faut leur faire confiance. Ça, c'est certain. La démarche, elle est assez simple. C'est-à-dire que depuis 15 ans, depuis que j'ai construit un premier quartier comme ça, à Romorantin, qui a résisté à une crue millénale, 1,50 m d'eau sans dégâts, 900 millions de dégâts quand même dans le reste du département, eh bien, j'ai proposé qu'on soit toujours entre acteurs qui ne pensent pas la même chose. Pour le dire vite, j'ai toujours à côté de moi un maire et un préfet. Ils ne pensent pas la même chose. Le préfet veut rien faire.
et le maire veut trop faire. Donc, quand je gagne le concours de la Vésubie-Roya suite à la tempête Alex, je suis invité par le préfet Xavier Pelletier, qui est chargé de la reconstruction, parce qu'il sait qu'il a passé le temps de l'urgence, le temps des réparations d'infra, le temps des routes, mais que la conversation sur ce qu'il appelle l'ouverture à l'urbanisme va être un peu délicate. Voyez ? Et à nouveau, je retombe, je peux vous montrer une première image. C'est celui-là, c'est ça ? Le bouton vert. Voilà. Où j'arrive, je travaille sur 10 villages. Hein. Vésubie, Roya et Tinée. 1 milliard de dégâts. Ils remettent 1,5 milliard dans la reconstruction. Mais si ma mission, c'est l'ouverture à l'urbanisme, ce qu'on imagine facile pour un architecte, je fais un premier dessin. J'arrive à tendre, c'est quand même 161 sinistres. On perd, je dis on parce qu'à force de m'y impliquer, on a une dimension affective, vous le savez ça. Et on perd quand même 11 hectares de terrain. Et je fais un premier dessin qui ne sont pas ceux de BFM. Je trouve que les images des catastrophes sur les télés sont trop fortes ou trop spectaculaires. C'est-à-dire qu'elles nous font soit aimer esthétiquement les images de catastrophes, soit elles nous font voir la nature comme un fléau. Donc je fais un dessin plus doux, du avant-après. Ça casse de la même manière. Ils perdent la piscine, ils perdent les hectares, ils perdent la maison de retraite, ils perdent les maisons. Mais le maire, à ce moment-là, se dit que la tempête est passée et qu'elle a été tellement forte qu'elle ne reviendra pas avant un siècle. Et le préfet, il prend toutes les cartes de gris, il en fait ce qu'on appelle un porté à connaissance, et il dit ça va bientôt devenir un PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation, ça sera gelé pour toujours. Donc vous voyez bien que l'ambiance, elle est très sympa, mais un peu tendue. Donc, alors, et vous, dans tout ça ? Eh bien moi, je fais que 3 réunions avec chacun. Ma méthode est très simple. Ça s'appelle la première réunion, écouter, la deuxième réunion, faire un dessin et se faire engueuler, et la troisième réunion, trouver le début d'un chemin possible. Le chemin possible, c'est qu'à la première réunion, le maire qui a perdu 40 maisons, il vous demande de redessiner 40 maisons. Le préfet, il se dit qu'il y a peut-être d'autres endroits à trouver. Eric, il a fait comme vous. C'est un expert de l'inondation, il va trouver d'autres endroits. Alors, vous cherchez, tout en haut de la montagne à Tende, il y a d'autres éboulements de rochers. Vous voyez ? Si en bas, la rivière a tout pris, là-haut, ça tombe encore. Mais entre les rochers et la rivière, on se dit, ça va, il y a le village et la montagne. Mais non, on a aussi une loi montagne qui protège la montagne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous tombez sur une conviction excessivement sensible et évidente, mais qui n'est qu'une conviction. Donc celui qui défend la montagne va vous empêcher de construire dans la montagne. Alors on se dit, bon, il y a le village, on va se mettre juste à côté du village. Et là, il y a d'autres acteurs, vous les devinerez tous, hein, que ce soit les ABF, les gens de la protection de la biodiversité, qui vous disent, ah ben non, l'artificialisation, il faut maintenant artificialisation zéro. Et puis il y a l'autre qui vous dit, mais vous êtes en discontinuité urbaine, vous allez faire du mitage et vous allez enlaidir la montagne. Donc, bref, à la fin de la première réunion, je rentre et généralement, je m'écroule, quoi. Donc, et puis, on réinterroge la ville. Donc, si c'est ça votre question, Gilles Leclerc, on cherche des alliés. Les alliés, la rivière en est un, par exemple. Vous voyez, voilà mon premier dessin. La rivière, elle est maintenant bordée par les 2 traits rouges que le SMIAGE a mis en place. Le SMIAGE, c'est celui qui conforte la rivière. Elle faisait 10 mètres, elle est passée à 200. Ils ont fixé politiquement qu'elle ferait 60. Donc on est à peu près tranquille avec 60, à une protection de 100 ans. Donc, ils ont perdu une piscine formidable. Je me dis, première chose, il faut la reconstruire. Plein de gens disent, non, c'est plus la peine, on ne se baignera plus dans les vallées. Et c'est là que le début des conflits existe. Je dis, mais si on ne se baigne plus dans les vallées, on va tous descendre à Nice. Et c'est impossible, parce qu'à Nice, on aura aussi les submersions. Donc, je cherche un chemin pour qu'on puisse faire une nouvelle piscine, mais qui soit une façon de se baigner autre. Et je leur dessine évidemment une piscine qu'ils appellent résiliente, au lieu de faire un grand rectangle, vous voyez, un grand rectangle dans lequel vous nagez tout droit. C'est vraiment étonnant, en pleine montagne, de nager tout droit et loin. Je leur propose des dessins où on fait 3 cascades, comme si on se baignait au milieu de la montagne. Voyez, et en faisant 3 cascades, évidemment, là je suis à nouveau un architecte, la piscine remonte dans la côte et elle ne sera pas emportée la prochaine fois par la rivière. C'est ça qui est formidablement important, c'est de se dire que la prochaine fois ça ne cassera pas. Mais se dire aussi que la façon de se baigner sera différente. Par exemple, à Saint-Martin-de-Vésubie, j'ai Monseigneur de Monaco qui veut remettre un grand stade de foot pour faire Monaco-Saint-Martin, c'est sa grande idée. Je lui ai dit, 1 hectare plus 1 hectare de remblai, alors qu'on vient de perdre à peu près tout,
est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour un demi-terrain de foot? Vous voyez, c'est ça. C'est là le moment où je me fais bien engueuler. Vous voyez et comme je fais toujours le tour du monde, je dis, en plus, en Bolivie, j'ai vu des terrains en pente. Vous voyez? Alors là, généralement, je ne viens pas à la 3e réunion, mais j'ai quand même mon billet d'avion, je reviens quand même. Et de temps en temps, je perds, et de temps en temps, je gagne. Alors, la piscine, elle est presque prête. Dans mon dos, ils sont en train d'en dessiner une, entre le rectangle et la cascade, dans mon dos. Vous voyez, c'est des vrais amis. J'ai appris ça hier soir. Ça, c'est le compromis, en fait. En rentrant. Oui, ça veut dire que ça continue. Et puis après, le village, parce qu'il n'y a pas que l'inondation. Le maire de Tende, Jean-Pierre Vassalo, il me dit, mais Éric, mon village, il meurt, j'ai des personnes âgées, je ne sais plus faire les routes. On ferait une route, elle repart. Des routes, c'est des fortunes. Donc comme il est en train de faire un fil aérien pour sa station de ski, je vais proposer la même chose pour son village, avec la même société d'exploitation. Ça, c'est par exemple une ville qui va être, comme il le dit lui-même, avec une hypothèse prime, c'est la piscine, une hypothèse marathon, on va mettre 30 ans à transformer le village, et peut-être qu'on ne fera pas de route. Et ça, dans le monde entier, il y a des endroits qui sont faits avec des câbles, des fils, des téléphériques, qui sont tout à fait innovants et intéressants. J'essaye de répondre à vos questions, hein, Gilles. Hein. Oui, mais je suis. Oui. Ça suscite déjà d'autres questions, donc allez-y. Allez-y, vous, alors. Non, chaque chose en son temps. Vous pouvez poursuivre. J'en fais une dans la Vésubie, pour vous montrer que les chemins ne sont pas pareils. C'est ça que je veux dire aujourd'hui aux assureurs, non seulement que vous avez gagné, mais que les situations sont tellement hétérogènes que je ne crois pas qu'on puisse, même avec le concours amitaire, remonter tous à Paris et se dire qu'on va trouver quelque chose qui va redescendre et qu'il va falloir faire du cas par cas. Là, je suis à Roquebillière, un maire vraiment pas facile, mais ils sont tous pas super faciles. Et lui, c'est l'inverse. Il a réussi avec son caractère à avoir la seule digue de la reconstruction de la Vésubie et à refaire pratiquement tout à l'identique. Son camping, sa piscine, son sport. Alors je lui dis, mais Gérard, qu'est-ce que je fais, moi? Il me dit, ben rien, tu es un expert parisien, tu rentres à Paris. Alors je lui dis, ok, je rentre. Puis je reviens. Il s'était super énervé sur les agriculteurs et les éleveurs, sur des fonds de dotation européens, ceux qui avaient les grands terrains, qui avaient des grandes subventions. Mais en même temps, il voulait soutenir les agriculteurs. Et ça a énormément cassé. Hein. Ça casse, là, c'est la distance entre les deux ponts, c'est quand même 2 km, et la largeur, c'est 300 mètres. Je vous assure qu'en fait, j'ai le sourire, mais quand je suis là-bas, c'est vraiment dur. D'abord, il y a encore des corps dessous, les maisons sont dessous. Ce n'est pas de la crue rapide, c'est du transport solide, c'est-à-dire que ce sont des cailloux qui sont descendus. C'est pour ça que je reviens à la première question. Il est impossible, si la maison est mal placée, de faire une maison qui tiendra le choc des cailloux. Donc la brique trop solide, c'est impossible. Et finalement, je vais proposer à Gérard Manfredi un vrai projet d'avenir où il pourrait, au pied de ces villages, fabriquer une nouvelle agriculture qui serait en même temps le grand musée de la disparition des vallées. Vous voyez, c'est-à-dire que chaque petit village veut faire le musée de la tempête Alex. J'ai proposé que ça soit qu'à un endroit, ça soit ici, où vous ayez finalement l'invention d'un paysage. Mais pour vous raconter la suite de mes ennuis, pour faire un jardin, il faut un sol. Aujourd'hui, ce sont des cailloux. Donc j'ai des discussions avec les gens de la biodiversité. L'autre jour, je leur ai demandé 30 cm de remblai pour aider la nature à redevenir la nature. Je fais toujours attention quand je parle de la nature, mais je pense qu'il va falloir aider la nature à rester la nature. Hein. Ce n'est pas une journée comme aujourd'hui qu'on va l'oublier. Ces 30 cm m'ont été opposés pour une question de sanctuarisation de la nature. La nature est belle, elle est seule, elle doit se débrouiller. Et donc je me suis fâché en disant, mais vous savez que les fluctuations de déblai-remblai sur la rivière Vésubie, c'est plus 9 mètres, moins 9 mètres. Donc d'un côté, j'ai des différences d'altitude de 18 mètres, et je vais mener la bagarre politiquement. Je suis allé déjeuner avec Gérard hier pour qu'on réussisse quand même à fabriquer le premier sol. Parce que fabriquer le premier sol contre les gens de la biodiversité, c'est s'assurer que là, et là à nouveau je parle aux assureurs, qu'il n'y ait plus d'enjeux sur 60 hectares, 3 fois le jardin du Luxembourg. Plus d'enjeux sur 60 hectares, c'est pas que ça soit mieux pour les agriculteurs ou mieux pour l'ensemble des gens qui voudront descendre dans la rivière, c'est que c'est mieux tout simplement pour les conditions d'assurance. Et en même temps, si c'est un jardin, personne ne peut penser un jour, même si vous êtes le cousin du maire, remettre une maison au bord de la rivière. Voyez, donc 30 ans d'urbanisme, je dis toujours à l'État, est-ce que vous voulez continuer à être des gendarmes à qui on désobéit, ou est-ce que vous ne pensez pas que la méthode d'évaluation inventive serait finalement de fabriquer comme ça une maïeutique collective avec des adhésions et des choses comme ça. Ça c'est une méthode, Éric Daniel Lacombe. Est-ce que votre profession, on va dire architecte, urbaniste, on peut appeler ça un peu comme on souhaite, cette mentalité-là, est-ce qu'elle est partagée?
Ou est-ce que ça, c'est la méthode est-ce que c'est votre méthode? Je regarde Nicolas, il a envie de dire non, mais il le souhaite et il y œuvre depuis 15 ans. Je pense qu'elle le sera. Je suis aussi enseignant. Je suis professeur à l'école d'architecture de la Villette. J'ai formé déjà 200 architectes en 10 ans, 20 par an, au diplôme, pour qu'on y aille. Mais un architecte qui sort de son bureau, ça l'embête. Un architecte qui va se faire engueuler, ça l'embête. Moi, ce que je trouve très bien en ce moment, c'est qu'on parle moins de la beauté de l'architecture. Et je trouve qu'on est venu, là, sur quelque chose d'un bien commun, d'une conversation publique, d'un investissement général. Il y a des moments même, je suis obligé, moi, architecte, de réexpliquer que l'indemnisation par le fonds Barnier, c'est une récupération du terrain en espace public, parce qu'à Saint-Martin, ils se disent, mais c'est génial, on a enlevé la scierie par le fonds Barnier, on va pouvoir y mettre des commerces. Je leur dis, venez à la CC1, les amis, vous voyez, parce qu'il faut réexpliquer tout le temps. La rivière qui fait 60 mètres, j'ai fait sortir des dessins quand même que c'était une protection 100 ans. Ce n'est pas une protection Alex. Donc la méthode, oui, elle est aujourd'hui à un moment où les préfets ont besoin de parler avec les maires. Chaque fois que je suis invité, c'est quand une DDTM, en gros, les deux acteurs que je voudrais remercier, c'est Joanne Porcher, directeur adjoint de la DDTM 06, et Xavier Pelletier. C'est en gros, quand la DDTM boucle un PPRI après un événement comme ça, et qu'elle doit engager une conversation avec le maire qui m'appelle. C'est-à-dire que le moment le plus tendu. Et le début du conflit, c'est le début de l'invention. Je vous montre une dernière image, et puis vraiment, je m'arrête. Une maison à Romorantin, je fais un quartier en prévention qui a résisté. De l'autre côté de la Sauldre, cette maison des jeunes et de la culture est détruite. Enfin, ravagée, tous les rez-de-chaussée, 2 millions de dégâts. Je réponds au concours, c'était le même maire, avec qui on avait fait le quartier de l'autre côté. C'est pour ça que quand je vois les yeux de Nicolas, je me dis qu'il y a encore du boulot sur le préventif. Il me dit, Eric, les assureurs veulent qu'on reconstruise à l'identique. Je lui dis, vous êtes sûr? Oui, il me dit, c'est plutôt conseillé, quoi. À l'identique, 2 millions. Évidemment, j'envoie un dessin de concours qui ne reconstruit pas à l'identique. Je fais une étude du bâtiment en remontant tout ce qui est au rez-de-chaussée au premier étage. Ça ne se fait pas en une journée, mais c'est la proposition du projet. C'est des propositions dans les vallées, c'est-à-dire qu'on change le centre de gravité de la maison. On travaille quand même le rez-de-chaussée avec toutes les transparences hydrauliques. On s'assure que l'eau même puisse rentrer toute seule dans le bâtiment en poussant les portes, en ressortant avec les portes de l'autre côté. Vous voyez le petit bâtiment au milieu. D'un côté, les portes, elles ouvrent vers l'intérieur, et de l'autre côté, elles ouvrent vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles ouvrent dans le sens du courant. C'est l'eau qui ouvre les portes. J'ai failli en venir aux mains avec le menuisier qui m'a dit 3 fois que je m'étais trompé, que j'étais un mauvais architecte, parce que ce n'était pas possible qu'un plan ait des portes vers l'intérieur et vers l'extérieur. Pourtant, on a fait ça déjà avec le feu sur les issues de secours. Vous savez bien qu'il y a des portes qui sont dans un sens et dans l'autre. Eh bien, une fois qu'on a fait ça, on a retravaillé le jardin, on a enlevé le quai, on a enlevé les murs, on a fait baisser, on a travaillé l'étiage. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je réponds plus précisément, on a travaillé avec des hydrauliciens, pratiquement des anthropologues, la responsable de l'histoire de la culture de Romorantin, les gens qui sont sur la perte d'eau ou l'augmentation de l'eau, et on a fait une maison des jeunes et de la culture qui a déjà subi depuis 2016 une autre crue moyenne. Je crois beaucoup aux crues moyennes comme système d'adaptation, et qui, vous le voyez sur ce dessin-là, fait déjà baisser le cours d'eau naturel de 70 cm, plus offre par 2 biefs latéraux des transferts de l'eau, et surtout, au lieu d'avoir des voitures et un parvis, vous avez finalement le moulin d'origine et un jardin. Donc, je pense qu'après... Tout ça à coût identique? Non, je fais 1,7 million pour 2 millions. C'est-à-dire que c'était moins cher de faire comme ça que simplement remettre l'argent des 2 millions pour une reconstruction à l'identique qui, elle, aurait recoûté 2 millions de dégâts 5 ans après, 10 ans après, ça dépend de la lecture des chiffres du GIEC que vous faites. Mais donc, le vrai enjeu, et je m'arrête là, au lieu de parler d'hétérogénéité des crues, c'est de se dire que si vous arrivez à emmener un projet dans ce que j'appellerais un des objectifs d'Amiter, cette interaction entre la ville et la nature, entre nous et notre monde, entre nos milieux habités et les événements, et je vais tanner là, tous les 15 jours, je vais voir la directrice de la MJC, je lui dis, bon, tu démarques quand le travail entre les gamins et la rivière, tu leur fais observer quand les moments où ça monte et ça descend, l'analyse de l'eau et ces choses-là. C'est-à-dire que si on arrive, j'essaye de faire venir des profs de SVT, on ne dit plus Sciences Nat, mais je me bats à l'embêter pour que ce retour d'une familiarité, d'une convivialité soit à l'œuvre. Et c'est ça la disparition de l'architecte. Ça, c'est possible. C'est pas une utopie. Évidemment, tout le monde se moque de moi en disant voilà l'architecte qui compte les têtards. Mais bon, voilà, on a les réputations qu'on peut. Dans les vallées, je ne suis pas sur les têtards, vous voyez, je suis sur des choses.
si vous montez jusqu'en haut, Parc Alpha, tous nos problèmes de société sont là-dessus. En haut, on a les loups et les moutons, par exemple. Mais toutes les tensions sur lesquelles vous avez tous les articles du Monde et la presse sont les tensions dont on doit se saisir pour savoir quel monde on veut. C'est pas comment on a peur des aléas, c'est quelle est l'occasion, au moment de l'assurance, de la fabrication, non pas d'un nouveau monde utopiste qui a toujours fermé ses portes, y compris avec les grands ensembles depuis les années 60, c'est ça l'architecture, c'est d'un monde vraiment en coproduction générale. Très bien. Alors, beaucoup de questions. On démarre. On parle beaucoup d'inondations. Une approche multirisque ne serait-elle pas souhaitable? Question du public via Klaxoon. Oui, très bien. Ça permettra d'abord de féliciter le Thésard et de se dire que j'ai beaucoup de bagarres que je gagne. Vous avez compris, hein, ce sont des vrais jeux d'échiquier. Quand je croise qui peuvent durer longtemps, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Oui, je suis crevé, mais je suis toujours là. Mais, et j'ai deux dessins que je fais simultanément. Et dans les vallées, je les fais, je ne vous les ai pas montrés. C'est que je fais des dessins sur l'inondation et je fais des dessins sur les incendies. Et par exemple, pour dire vite, la forêt, même ceux qui veulent la protéger, elle était tellement descendue dans la rivière, mais elle était arrivée au bord de la rivière parce qu'elle n'est plus entretenue, il n'y a plus de pratique autour de la forêt, ce qui fait que quand la rivière est passée de 10 à 200 mètres, elle a enlevé, vous imaginez la quantité d'arbres, ce sont les troncs des arbres qu'on appelle des embâcles qui ont cassé les maisons, qui ont cassé les ponts et qui ont vraiment fait peur à tout le monde. Donc, dire aux gens, quand je suis architecte, hein, si je fais un permis de construire et que je dis que j'enlève un arbre, je ne vous revois pas, Gilles Leclerc, hein, je ne vous revois pas. Ce qui serait dommage, pas pour vous, mais pour moi. Mais si jamais la rivière m'aide à ce moment-là, en ce moment, de dire regardez, je ne dis pas regardez comme c'est beau, je dirais, hier j'étais en alerte, et encore ce matin en alerte incendie dans le 06, regardez quand même sans les arbres, on voit quand même mieux la montagne, et je fais des dessins autour de ça, le village peut peut-être respirer, et puis surtout, il y a une autre pratique, regardez, il y a quand même des gamins, il y a cette agriculture dont on parle, il y a d'autres activités qui pourraient être là, et puis, quel magnifique coupe-feu. Quel magnifique coupe-feu, un 300 mètres. Vous voyez, quand on se met à croiser les risques, quel coupe-feu. Et sur le troisième risque, qui n'est pas dans votre question, mais sur lequel je peux répondre, c'est qu'au début... On a la question suivante, d'ailleurs. Ah, pardon. Non, mais c'est vous qui savez. Mais vous devancez un peu. Comment favoriser justement ces démarches d'aménagement sur l'ensemble du territoire français? En fait, ce que vous avez fait dans ces vallées, est-ce que c'est transposable? En fait, je parle de la méthode. Évidemment, parce que ce qui me fait gagner en ce moment un peu de crédit, c'est qu'au moment où je démarre dans les vallées, j'ai gagné le concours de la réparation de Mandelieu, qui a quand même été frappé 2015, 2019, 2019, 3 fois. Donc après, je ne sais pas quelles sont les occurrences, je ne sais pas bien calculer les probabilités. Je suis en bas, et je suis en bas avec la submersion et les écoulements rapides. Vous voyez, j'ai démarré comme tout le monde. J'ai appris les crues lentes à Romorantin, les crues rapides à Mandelieu. Maintenant, je suis aux crues de transport solide dans les vallées. Je ne sais pas ce que je vais apprendre après, mais voilà, c'est ça la vie. J'avais compris que les vallées, c'était du haut en bas, quand je faisais de la géographie. Et quand les gens se sont dit, on abandonne les vallées, parce que mettre 1,5 milliard pour combien 200, 300, 700 habitants par village, s'ils en aient 10, ça fait un drôle de ratio. L'autre jour, j'avais le maire de Fontan qui me dirait que je veux un tunnel. Je lui dis, t'as raison, Philippe, t'as 200 millions d'investissements dans le tunnel et t'as 150 habitants. C'est pas un ratio qui va gagner, ça. Ni chez Ciotti, ni chez Estrosi, hein, je te le dis tout de suite. Aucun des deux va te le prendre. Donc, on regarde ces chiffres-là. Pourquoi les gens sont dans les vallées? Ils ne sont pas tous des montagnards. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les vallées parce que les loyers sont moins chers et qui font 30 km de voiture le matin et le soir. Quand je dis qu'il faut apprendre à se baigner là-haut, c'est pour ne pas faire 30 km de voiture, que c'est le même pays. C'est ça qui est reproductible à l'échelle de la France. C'est-à-dire qu'un jour, pour fêter celui d'aujourd'hui, les gens de Nice monteront dans les vallées pour gagner 2, 3, 4 degrés de différence. C'est ce qu'on appelle la fraîcheur. C'est pour ça que je milite déjà pour un monde moins chaud dans les vallées, pour que les gens de Nice puissent y redescendre, y remonter. Et que c'est ce jeu-là qu'on pourrait faire dans l'Aude, comme partout. Autre question, qui, au fond, a le dernier mot pour les prises de décision dans vos réunions qui ont l'air... Qui sont super sympas. Oui, elles sont vraiment super sympas. Le dernier mot, je peux vous dire qu'il y a un respect, et moi c'est ça que j'ai apprécié dans cette démarche, c'est que j'ai toujours vu l'État un peu fragilisé sur les PPR, et que là, 4 réunions d'1h30, hein, pas plus, et l'énorme travail de Xavier Pelletier fait qu'à la fin, les maires demandent à Xavier de décider, d'arbitrer. Et quand Xavier dit non, le SDIS, là, je ne vous dirai pas où, il ne sera pas là parce que si les pompiers sortent, la rue qui est devant risque d'être emportée et il ne pourra pas sauver le reste du département.
eh bien on l'écoute. Ça crie fort, mais je trouve que là, et les services de l'État eh ben, sont enchantés d'arrêter d'être des gendarmes sur dossier dans leur bureau et d'être sur le terrain à conversation à partir des petits dessins que je fais pas plus que ce que vous avez vu. Un aménagement résilient n'est pas sans surcoût, c'est un constat d'un de nos invités. Ce surcoût, à vos yeux, est-il supportable et sur qui pèse-t-il au final? Tout à l'heure, vous nous avez donné un exemple qui n'était pas un surcoût, mais un moindre coût, non? Dans votre exemple. Un premier surcoût, parce que 2 millions de cassés, c'est forcément la première fois un premier surcoût. 2 millions de perdus, c'est 2 millions de perdus. Oui. Bon, je ne vais pas incriminer l'architecte qui l'a construite il y a 30 ans. Donc j'essaye déjà de limiter les nouveaux surcoûts. Ça, c'est une attitude, c'est ce qu'on appelle le préventif. C'est ce sur quoi j'ai le plus de mal. On m'appelle plus sur la réparation que sur la prévention, parce qu'une fois que je redescends des vallées, je dis, mais quand est-ce qu'on s'occupe des autres vallées? Vous voyez, il n'y a pas que l'Aude et la Vésubie, il y a aussi la Siagne, enfin ça va de l'Italie à l'Espagne. Donc la question du surcoût, ben, elle est simple, c'est que finalement, les conversations que j'emmène, c'est des conversations de biens publics, de biens communs, de décisions collectives de l'investissement de l'argent, qui vient souvent de l'État, qui vient souvent de la caisse de solidarité, qui vient des fonds comme ça. Je trouve qu'évidemment, il y a surcoût. La question, c'est comment on peut en parler ensemble sur la façon dont on les dépense. Et c'est ça nos projets de société. Autre question, ça sera l'avant-dernière. Peut-on envisager des aménagements avant la catastrophe? Parce que là, on vous dit, ou vous reconstruisez, ou vous construisez autrement. Mais est-ce qu'il y a un intermédiaire? Est-ce qu'on peut aménager? Évidemment. Les leçons qu'on est en train d'apprendre collectivement dans la Vésubie, la Roya et la Tinée devraient être une prévention et d'aller voir la Siagne et de leur dire, écoutez, moi j'ai compté, je suis allé faire un tour dans la Siagne, j'ai déjà dénombré 50 maisons qui devraient partir, mais voilà, pourquoi elles ne partent pas? Vous voyez, je ne peux pas le faire tout seul, ça. J'ai besoin même des journalistes, là. Il faudrait y aller et dire, si on fait un préventif sur la vallée d'à côté, ça ne coûtera pas 1,5 milliard, ça coûtera peut-être 100 millions, 200 millions. Enfin, on est dans des enjeux, mais vous savez bien, tout le monde attend la catastrophe pour bouger, et souvent c'est trop tard. Et puis après, il y a des aspects symboliques. Je suis quand même à la télé quand les 2 personnes âgées à Roquebillière sont dans la maison et partent. Je suis de devoir commenter l'image des personnes dans la maison qui s'en va. Je peux vous dire que c'est vraiment des drames horribles. J'ai quand même, quand je suis sur ces plateaux, des hydrauliciens, des gens qui me font des petits textos. Ils me disent, mais Eric, fais très attention, la rivière, elle n'est pas dans la zone PPRI, ou la rivière, elle est là, ou la maison, les gens, elle a déjà été démolie en 93, cette maison-là. 93, les gens l'ont reconstruite de manière illicite, et le maire leur a demandé 3 fois de sortir de la maison, ils n'ont pas voulu. Donc vous voyez, tout d'un coup, et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on rentre dans une dimension symbolique, culturelle, historique, et c'est bien ça le corps de nos métiers. Je ne peux pas dire plus simplement. Toute dernière question qui sans doute vous fera un peu plaisir. Comment peut-on identifier les architectes capables de reconstruire de façon résiliente? Y a-t-il un label identifiant cette compétence? Question un peu en forme d'un relatif hommage, on va dire. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Mais voilà, je donnerai la liste à Nicolas Baudusseau. On peut dire que, pour finir comme j'ai commencé, le prix Amiter, et pour rendre hommage au ministère de la Transition écologique, on peut dire que le prix Amiter publie un catalogue avec 7 lauréats dont on peut se dire que ce sont les 7 prochains architectes capables de faire ça. Merci beaucoup. Merci.